y a quelques jours, dans son état sur la pauvreté en France, l'association Caritas titrait « Les femmes en première ligne ». En février, c'est la Fondation Abbé Pierre qui soulignait dans son rapport annuel le mal logement au féminin. Or, les violences sociales rendent les femmes particulièrement vulnérables en cas de violence conjugale. 210 000 femmes subissent chaque année les coups de leur conjoint ou ex-conjoint dans notre pays. 121 sont mortes depuis janvier. Et cela parce que notre société n'a pas su les protéger. Je rappelle que chaque femme victime de violence effectue en moyenne 6 départs infructueux avant de partir définitivement. Partir quand le conjoint ne peut être évincé, c'est difficile pour de multiples raisons. Il faut par exemple assumer seul toutes les dépenses avec un salaire inférieur en moyenne de 25 %. Et puis, il faut savoir où aller. Or, une femme sur 6 a besoin d'un hébergement. Et quand l'offre de logement abordable et adaptée est insuffisante, ce sont les femmes victimes de violences qui en font les frais. Les collectivités le savent bien, avec des maires qui font face à de multiples demandes sociales qui se télescopent et les obligent à gérer d'abord la pénurie. Tant que nos services publics essentiels, le logement, la santé, l'insertion, continueront d'être dégradés et délaissés par l'État, les femmes resteront captives de ces déserts médicaux, immobiliers et sociaux. Alors, Madame la Ministre, quand allez-vous prendre conscience que les victimes, que de nombreux élus locaux, que tous les hommes et les femmes qui marcheront le 25 novembre lors de la 24e journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, que tous attendent que la grande cause que vous défendez se traduise en fait par une réorientation profonde de votre politique du logement et de la solidarité? Le problème, Madame la Ministre, c'est que vos positions budgétaires contredisent en fait vos déclarations. C'est la raison pour laquelle notre groupe déposera l'amendement qui permettra de créer des milliers de places d'hébergement attendues par les associations pour les 2 000 enfants à la rue, pour les femmes et les familles mal logées. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer et à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances concernant la réforme de l'octroi de mer, outil précieux et essentiel pour nos collectivités territoriales. Oui, nous sommes, à une très large majorité, élus nationaux ou locaux, habitants ou entrepreneurs, largement favorables à sa remise à plat pour la rendre plus lisible, plus efficiente et plus simple. Plus lisible pour nos compatriotes qui ne doivent pas voir taxer des produits pour lesquels il n'y a pas de concurrence pays. Plus efficiente pour nos collectivités. Plus simple sur le plan administratif comme financier pour nos TPE-PME. À l'origine, l'octroi de mer a été pensé pour protéger les économies locales de la concurrence extérieure. Parce que moins compétitive, car insulaire ou éloignée de l'Hexagone. Étonnamment, alors qu'elle ne devait concerner que les produits de l'extérieur, elle s'applique désormais paradoxalement aux produits locaux. Pourtant, bien réformée, cette taxe peut devenir un véritable levier pour la structuration de nos filières économiques, un levier de création d'emplois et de développement face à la concurrence dans chacun de nos bassins géographiques. Depuis 2017, force est de constater que les réformes concernant les Outre-mer, comme d'autres, se sont pour la plupart faites sans les Outre-mer. L'intérêt comptable à très court terme est trop souvent passé devant l'investissement et l'intérêt des comptes publics à long terme, et cela sans concertation. La réforme des aides économiques ou encore plus récemment l'amendement au sein du PLF 2024, sans étude d'impact du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, est fondé sur un rapport peu flatteur pour notre haute administration. Ainsi, vous engagez-vous, messieurs les ministres, à associer les élus nationaux et locaux, les représentants des consommateurs et des entreprises pour aboutir à une réforme de l'octroi de mer consentie par toutes et tous? La dernière enquête de l'Association des maires de France et du Cevipof confirme le malaise des élus locaux confrontés à l'affaiblissement de leur pouvoir d'agir. La diminution de la DGF en euros constants, les compétences que l'État ne transfère plus mais qu'en réalité, il abandonne aux collectivités sans leur attribuer les moyens adaptés. L'amenuisement des leviers fiscaux, voilà les difficultés qui freinent l'engagement des élus locaux. À cela s'ajoute l'urgence d'apporter une réponse aux communes qui font face à la complexification de l'accès aux assurances dans un contexte de crise à répétition. Depuis le début du mandat, 1 300 maires ont déjà démissionné. Parmi les raisons mentionnées dans les résultats de l'enquête, les élus placent en seconde position les relations de plus en plus complexes avec l'État. Sur ce sujet, ce n'est pas aux élus locaux de faire des efforts, mais bien à l'État. Car ce qui décourage les élus, c'est la multiplication des appels à projets, c'est la mise en place d'une réglementation technocratique excessive sur des sujets pourtant essentiels comme la transition écologique,
L'application du ZAN en est un parfait exemple. En réalité, le choc de simplification tant attendu s'est transformé en choc de suradministration. Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement pour lutter concrètement contre ces obstacles qui découragent les 500 000 élus de notre pays et qui portent atteinte à notre démocratie locale? Monsieur le ministre, j'entends les mesures que vous êtes prêt à avancer, mais nous avons besoin sur ce sujet d'une action d'ampleur. Et nous ne nous contenterons pas d'un numéro vert, d'une énième mission sur la décentralisation ou d'un florilège de plans qui se résument souvent à de simples opérations de communication. Dans mon département comme ailleurs, les agriculteurs ont inversé les panneaux à l'entrée de nos communes pour exprimer leur mécontentement face au retard du versement de leurs aides. Ils sont les victimes d'un transfert de compétences vers les régions opéré sans la compensation financière et humaine nécessaire. Comme les élus locaux, les agriculteurs font face à un étau administratif qui se resserre. Monsieur le ministre, ne nous obligez pas à prendre le relais de ce mouvement. À force de vouloir bouleverser notre échelon de proximité, nous allons nous aussi finir par marcher sur la tête.